Fais demi-tour, Marguerite. Tout de suite. Ma voix était sortie si sèche que je la reconnaissais à peine moi-même. Une seconde plus tôt, je fixais le pare-brise, les yeux rivés sur la petite route de campagne qui menait à la maison de ma fille pour notre réunion de famille, et l'instant d'après, tout le sang avait quitté mon visage. Mes mains étaient glacées. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine qu'on aurait dit qu'il voulait s'en échapper. Ma femme m'a lancé un regard perplexe, puis a reporté son attention sur la route. « Étienne, qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« S'il te plaît, » ai-je murmuré, puis plus fort. « Fais demi-tour maintenant. » Elle était mariée avec moi depuis 38 ans, assez longtemps pour distinguer quand j'étais simplement contrarié et quand j'avais vraiment peur. Elle n'a pas discuté une seconde fois. Elle a agrippé le volant, vérifié derrière nous et effectué un virage rapide sur l'étroit accotement. Des graviers ont crépité sous les pneus. Ma respiration était courte et rapide tandis que notre voiture se tournait dans la direction opposée à la réunion, loin de la maison où notre fille Danielle avait promis qu'il y aurait des rires, de la musique, un barbecue, des ballons pour les petits-enfants et une grande journée heureuse en famille. Mais maintenant, je savais qu'il en serait autrement, parce que quelques secondes plus tôt, j'avais vu quelque chose qui m'avait glacé le sang. Un pick-up noir était garé, dissimulé derrière une rangée d'arbres près de l'extrémité de l'allée de Daniel, là où aucun invité n'aurait stationné. 2 hommes se tenaient à côté. Ils ne portaient pas de plateau de nourriture ni de chaises pliantes. Ils surveillaient la route, surveillaient notre voiture. Et l'un d'eux avait porté son téléphone à son oreille dès qu'il nous avait vus arriver. Et puis ma propre fille était sortie sur le perron, avait regardé droit vers notre voiture et n'avait pas souri. Pourquoi un père devrait-il fuir son propre enfant? Et quelle chose terrible nous attendait si nous avions continué à rouler? Mon nom est Étienne Leblanc. J'ai 66 ans, je suis père de 2 enfants, grand-père de 4 petits-enfants. Et jusqu'à ce jour-là, je croyais que la pire douleur qu'un enfant pouvait vous infliger, c'était la froideur. Je n'avais aucune idée qu'une fille puisse faire quelque chose qui ferait craindre pour sa vie à son propre père. Tandis que Marguerite accélérait sur la route, elle n'arrêtait pas de me jeter des regards. « Parle-moi, Étienne. » Je me suis retourné sur mon siège et j'ai regardé par la lunette arrière. Personne ne nous suivait encore. Mais cela ne m'a pas calmé. Ma poitrine était toujours comprimée. « Ne va pas à la maison, ai-je dit. Ne t'arrête nulle part près d'ici. Roule, c'est tout. » Elle a hoché la tête. D'accord, c'était le genre de femme qu'était Marguerite. Solide, calme, le genre d'épouse qui n'avait pas besoin de toutes les réponses immédiatement. Pourtant, je sentais son inquiétude remplir l'habitacle. Nous avons roulé en silence pendant presque 5 minutes avant qu'elle ne s'arrête dans une vieille station-service avec une enseigne bleue délavée et un petit restaurant attenant. C'était le genre d'endroit où les routiers s'arrêtaient pour un café. Quelques personnes se tenaient près des pompes. Une vieille dame arrosait des fleurs près de la porte du restaurant. Assez sûr, ai-je pensé. Assez sûr pour un moment. Marguerite s'est garée à côté du bâtiment et a coupé le moteur. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Dis-moi tout. » J'ai ouvert la bouche, mais pendant une seconde, aucun mot n'est sorti. Ma gorge était sèche. J'ai attrapé la bouteille d'eau dans le porte-gobelet, dévissé le bouchon avec des doigts tremblants et pris une gorgée. « J'ai vu Danielle, » ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. « Eh bien, évidemment, on allait chez elle. »« Non, » ai-je répliqué. « J'ai vu son visage. » Cela a figé Marguerite sur place. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'après avoir construit une vie avec quelqu'un. Un étranger n'aurait pas su ce que je voulais dire. Mais Marguerite, elle, savait. Elle savait que je parlais de l'expression dans les yeux de notre fille. Danielle avait mes cheveux noirs et la mâchoire forte de Marguerite. Petite, elle avait le sourire le plus éclatant du monde. Quand elle avait 7 ans, elle courait à la porte tous les soirs en criant « Maman est rentrée ». Quand elle avait 10 ans, elle a pleuré pendant 1 heure parce qu'elle avait trouvé un oisillon sur le trottoir et voulait le sauver. Quand elle a eu 16 ans, elle a commencé à changer. Petit à petit, elle mentait davantage. Elle riait moins. Elle devenait secrète, orgueilleuse, facilement en colère. Mais même alors, même à travers tout cela, je parvenais encore généralement à trouver un peu de douceur dans son visage.
pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand elle était sortie sur ce perron et avait regardé notre voiture, son expression était dure, plate, presque attentiste, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Marguerite s'est lentement adossée à son siège. « Qu'est-ce que tu as vu d'autre ?»« Le camion. Les hommes. » J'ai avalé ma salive. Ils se cachaient, Marguerite. Ce n'étaient pas des invités. Et Daniel les a regardés avant de nous regarder. Ses sourcils se sont froncés. « Tu es sûr ?»« Oui. » J'ai agrippé son bras. Et ensuite, l'un de ces hommes a levé son téléphone. Ça semblait mauvais. Tout en moi me disait que c'était mauvais. Elle a regardé à travers le pare-brise vers la route déserte. Ça pourrait être un truc de travail ? Peut-être que Daniel a embauché de l'aide pour la fête. Je voulais que ce soit vrai. Je le voulais plus que tout. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. « Tu n'as pas vu son visage ?» ai-je dit doucement. Ce n'était pas une fille qui attendait ses parents. C'était quelqu'un qui attendait que quelque chose commence. Marguerite a expiré lentement et s'est frotté le menton. « Alors on appelle la police. » Ces mots auraient dû me réconforter. Au lieu de cela, ils ont tordu mon estomac. Parce que si nous appelions la police, alors je devrais expliquer la chose sur laquelle j'étais resté silencieux pendant 3 mois. Et le silence, je commençais à le comprendre, c'est souvent là que les ennuis grandissent. J'ai baissé les yeux vers mon alliance. Mes mains avaient cessé de trembler un peu, mais juste un peu. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire », ai-je murmuré. Le visage de Marguerite a changé aussitôt. Pas en colère, juste alerte. « Quoi donc ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré dans ma poche. Daniel. Tout mon corps s'est raidi. Marguerite a regardé l'écran, puis m'a regardé à nouveau. « Ne réponds pas si tu ne veux pas. » Mais je savais déjà que j'avais besoin d'entendre sa voix. J'ai appuyé sur « Accepter » et mis le haut-parleur. « Papa. » La voix de Daniel était chaleureuse, douce, presque joyeuse. Trop joyeuse. « Vous êtes où tous les deux ? Tout le monde est là. » Tout le monde. Ce mot m'a envoyé un frisson dans le dos, parce que je n'étais plus sûr de savoir qui « tout le monde » signifiait vraiment. J'ai essayé de garder ma voix stable. On a dû s'arrêter pour l'essence. Il y a eu une toute petite pause, minuscule, mais elle était là. « C'est bizarre », a-t-elle dit. Maman a fait le plein avant de partir. Les yeux de Marguerite se sont levés vers les miens. Je n'ai rien dit. Daniel a ri doucement. « Papa, ça va ? Tu as l'air nerveux ?» J'ai regardé la vitre du restaurant, mon propre reflet, pâle et effrayé, et soudain je me suis souvenu d'un autre coup de téléphone. Tard dans la nuit, il y a 3 mois, Daniel chuchotant, parlant d'argent, parlant de pression, parlant de faire quelque chose juste une fois pour tout arranger. À l'époque, je m'étais dit que j'avais du mal comprendre. Je voulais croire que j'avais mal compris. Un père peut se mentir à lui-même quand la vérité fait trop mal. Maintenant, je savais que je l'avais entendu clairement. « Papa » a répété Daniel. « On ne vient pas » ai-je lâché. La ligne est devenue silencieuse. Puis son ton a changé. Tranchant, ni triste, ni déçu, mais aiguisé. J'ai senti Marguerite se redresser à côté de moi. « On ne vient pas » ai-je répété. Daniel a baissé la voix. « Quelqu'un t'a parlé ?» Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. « Me parler de quoi ?» Autre pause. Puis sa voix douce est revenue, mais elle sonnait faux maintenant, comme un sourire peint sur un mur. « Tu rends ça bizarre, papa. Les enfants attendent. Marc a fait cette tarte aux pêches que tu aimes. » Marc était son mari. Doux en apparence, prudent avec ses mots. Toujours à faire des câlins trop longs et à sourire trop grand. Avant, je pensais qu'il essayait juste d'être aimé. Récemment, j'avais commencé à me demander s'il n'observait pas les gens comme on observe des portes verrouillées, toujours en train de réfléchir à comment les ouvrir. « Dis aux enfants que je suis désolé », ai-je dit. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, le seul son était le bourdonnement de la vieille enseigne de réfrigération à l'extérieur du restaurant et le sifflement lointain d'un camion qui quittait l'autoroute. Marguerite s'est tournée vers moi. « Étienne, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fermé les yeux. Il y a 3 mois, Daniel était venu chez nous seul. Pas de Marc, pas d'enfant.
Elle avait l'air fatiguée, en sueur, agitée. Elle avait demandé un café, mais l'avait à peine touché. Puis elle m'avait dit qu'elle avait fait de mauvais investissements. Ensuite, elle avait dit que ce n'était pas seulement elle. Marc avait aussi des dettes importantes. Puis elle m'avait demandé si je gardais toujours les papiers de propriété dans le coffre-fort de la maison. À l'époque, j'avais ri et dit « Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle avait ri aussi, mais seulement avec sa bouche, pas avec ses yeux. Maintenant, sur ce parking de station-service, chaque pièce me revenait comme des morceaux de puzzle qui s'assemblaient brutalement. L'invitation soudaine à la réunion. La façon dont Daniel avait insisté pour qu'on vienne tôt, avant le reste de la famille élargie. La façon dont Marc avait envoyé 3 textos pour s'assurer qu'on apportait le dossier bleu avec les vieux documents familiaux. Il prétendait que les enfants voulaient les voir pour un projet scolaire. Le camion caché, les hommes qui attendaient, le visage de ma fille. J'ai regardé Marguerite et j'ai finalement prononcé les mots que j'avais eu trop honte de dire avant. Je pense que Daniel voulait plus qu'une réunion, ai-je murmuré. Je pense qu'elle nous voulait seuls. Je pense qu'elle voulait les papiers de la maison, les informations sur les économies, peut-être plus. Et je pense que ces hommes étaient là pour nous forcer si on refusait. Marguerite m'a fixé, abasourdi. Puis son visage est devenu pâle aussi. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré à nouveau. Pas Daniel cette fois. C'était un texto de Marc. « Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Revenez maintenant ou Daniel n'aura pas le choix. » Mon sang s'est glacé. Marguerite l'a lu par-dessus mon épaule. Puis, à ce moment précis, un pick-up noir a quitté l'autoroute et est entré lentement dans le parking de la station-service. Et quand la portière conducteur s'est ouverte, j'ai vu l'un des hommes de l'allée de Daniel en descendre et nous regarder directement. Marguerite a vu l'homme au même moment que moi. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Elle a juste tendu la main vers les clés de la voiture et a dit d'une voix basse « Baisse-toi ». Je me suis glissé si vite sur mon siège que mon sac s'est renversé sur le plancher. Baume à lèvres, mouchoir, mes lunettes de lecture, un paquet de bonbons à la menthe, tout s'est éparpillé près de mes chaussures. Mon cœur martelait si fort que j'entendais à peine autre chose. Par la vitre latérale, j'ai vu des bottes traverser le pavé fissuré de la station-service. Des pas lents, calmes, le genre qui appartiennent à quelqu'un qui croit déjà avoir le contrôle. Marguerite a démarré le moteur. Le pick-up noir s'est arrêté 2 rangées plus loin, bloquant la sortie la plus facile. L'homme qui en est descendu était grand et large d'épaules. Il portait une veste marron délavée et une casquette de baseball tirée bas. De là où j'étais assis, je ne voyais pas tout son visage, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais ce corps. Je connaissais cette démarche. C'était l'un des 2 hommes cachés près de l'allée de Daniel. La porte du restaurant s'est ouverte derrière nous. Une serveuse est sortie en portant un plateau de verre vide, a vu le camion, a vu notre voiture et a ralenti. La vieille dame avec les fleurs avait cessé d'arroser. Même l'air semblait se figer. L'homme a levé une main, comme s'il saluait un ami. Marguerite a mis la voiture en marche arrière. Le sourire de l'homme a disparu. Puis un autre camion est entré dans le parking derrière nous. Ma respiration s'est bloquée si fort que ça a fait mal. « Ils nous ont encerclés », ai-je murmuré. La mâchoire de Marguerite s'est contractée. Pas encore. Elle a tourné le volant brusquement, a reculé par-dessus le trottoir et a coupé à travers une parcelle d'herbe sèche derrière la station-service. La voiture a tellement rebondi que j'ai heurté mon épaule contre la portière. J'ai saisi la poignée au-dessus de la fenêtre et me suis accroché. Une poubelle a volé sur le côté dans le rétroviseur. Quelqu'un a crié. Le pick-up noir a rugi derrière nous. Nous avons dépassé le restaurant et rejoint une petite route latérale qui longeait l'arrière de la station. Des graviers ont giclé sous les pneus. Ma femme n'était pas du genre à conduire sauvagement. Elle respectait les limitations de vitesse. Elle mettait ses clignotants sur les routes désertes. Mais à ce moment-là, elle conduisait comme quelqu'un qui comprenait que nos vies comptaient plus que les règles. Je me suis retourné sur mon siège et j'ai regardé en arrière. Le camion nous suivait. « Appelle le 17 », a dit Marguerite. Mes doigts ont tâtonné sur l'écran. J'ai appuyé 2 fois sur le mauvais bouton avant de finalement passer l'appel. L'opératrice a répondu, calme et claire.
Et j'ai essayé d'expliquer à travers mon souffle tremblant que nous étions suivis près de la route départementale de Miller, que nous avions des raisons de croire que des hommes essayaient de nous arrêter, que la réunion de famille de notre fille pouvait avoir été un piège. Même à mes propres oreilles, ça semblait incroyable. L'opératrice m'a dit de rester en ligne et de continuer à décrire où nous étions. Je l'ai fait. J'ai lu les panneaux de rue. J'ai décrit le camion. Je lui ai dit qu'il y avait au moins 2 hommes, peut-être plus. Je n'ai pas mentionné le nom de Daniel au début. Le dire à voix haute, c'était comme avaler du verre brisé. La route serpentait à travers des champs ouverts et des arbres clairsemés. Le camion restait assez proche pour que je voie la poussière rouler sur son capot. Puis il a accéléré. « Marguerite !» ai-je dit, la voix cassée. Il se rapproche. Je sais. Devant nous, la route latérale se divisait. Une direction menait vers la ville, l'autre s'enfonçait plus profondément dans les anciennes terres agricoles et les bâtiments d'entreposage vides. Marguerite a pris la route de la ville sans hésitation. Le camion a suivi. J'ai collé le téléphone plus près de mon oreille. L'opératrice a dit que des gendarmes étaient en route, mais que la patrouille la plus proche était encore à plusieurs minutes. Plusieurs minutes. Ça semblait une éternité. Puis mon téléphone a bipé avec un autre appel qui arrivait. Daniel. Je l'ai ignoré. Puis Marc. Je l'ai ignoré aussi. Puis Daniel à nouveau. Marguerite m'a jeté un regard pendant une demi-seconde. Mets le haut-parleur. J'ai répondu. Papa, arrête ça maintenant. La voix de Daniel était sortie et la fausse douceur d'avant avait disparu. Sa voix était tendue, en colère, effrayée. J'ai fixé la route devant. Tu as envoyé des hommes après nous. Non, a-t-elle répliqué sèchement. J'ai envoyé des amis pour vous ramener avant que vous ruiniez tout. Tout? Le mot m'a frappé comme une gifle. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire? Nous faire peur, nous coincer, prendre nos papiers, prendre notre argent? Ce n'était pas censé être comme ça, a-t-elle dit. Ça faisait plus mal que si elle avait crié. Pas parce que ça améliorait les choses, mais parce que ça prouvait qu'elles étaient réelles. Marguerite continuait de conduire, les yeux fixés sur la route. J'ai dit « Alors dis-moi exactement ce que c'était censé être ». La respiration de Daniel est passée par le haut-parleur, dure et inégale. Pendant un moment, j'ai entendu des voix en arrière-plan. Marc disant quelque chose d'un ton vif, un enfant qui riait au loin. Ça a failli me faire pleurer. Des enfants étaient là, nos petits-enfants étaient là, près de tout ce que leurs parents avaient construit de lait. Puis Daniel a parlé à nouveau, plus bas cette fois. Vous étiez juste censé signer quelques trucs. Ma main tremblait si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Signer quoi? Des papiers de transfert, des papiers de prêt, des formulaires d'autorisation temporaire. C'était juste jusqu'à ce que je puisse régler le problème commercial. Marguerite a laissé échapper un souffle amer par le nez, mais n'a rien dit. J'ai murmuré « Tu nous as invités à une réunion de famille pour nous piéger et nous faire signer notre maison. » « Ce n'est pas juste la maison, » a explosé Daniel. « Tu fais toujours ça. Tu fais passer ça pour plus cruel que ça ne l'est. Je me noie, là. »« Et donc tu as pensé que tu pouvais nous noyer aussi ?» ai-je répliqué sèchement. Il y a eu du silence. Puis elle a dit la seule chose que je n'oublierai jamais. « Vous n'alliez rien perdre si vous coopériez. » Le camion derrière nous s'est rapproché. Mon estomac s'est retourné. Ce mot, coopérier, m'en disait plus que n'importe quel aveu ne l'aurait pu. Cela signifiait qu'elle s'attendait déjà à une résistance. Cela signifiait que les hommes n'étaient pas là pour décoration. Cela signifiait qu'elle avait planifié la peur. J'ai dit très calmement « Je ne sais pas qui tu es en ce moment. » Sa voix s'est brisée pour la première fois. « Papa, s'il te plaît, si tu vas à la police, je suis fini. » J'ai failli rire, pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce que la tristesse était devenue trop grande pour des sentiments normaux. Tu aurais dû y penser avant de tendre un piège à tes propres parents. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pendant quelques secondes, ni Marguerite ni moi n'avons parlé. La route s'est élargie devant nous, et enfin nous avons atteint le bord d'une autoroute plus fréquentée. 2 stations-service, une pharmacie, un magasin d'alimentation animale, un feu rouge. La vie normale. Des gens qui se déplaçaient dans un après-midi ordinaire, achetant des boissons, faisant le plein, portant des courses,
ne devinant jamais que dans une berline grise, un père réalisait que sa fille avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être refranchie. Le pick-up noir a ralenti quand nous avons atteint l'autoroute. Peut-être que le conducteur a vu plus de monde. Peut-être qu'il s'inquiétait des caméras. Peut-être qu'il avait reçu de nouveaux ordres. Quelle que soit la raison, il est resté plus en arrière. L'opératrice du 17 nous a dit qu'un gendarme voulait qu'on se gare sur le parking de la pharmacie et qu'on attende près de l'entrée, là où il y avait des caméras de sécurité et des témoins. Marguerite a fait exactement ça. Nous nous sommes garés sous une lumière vive près des portes d'entrée. Le camion est passé une fois lentement, puis a continué. Je me suis affaissé dans mon siège. Tout mon corps se sentait soudain faible, comme si la peur m'avait maintenu droit. Et maintenant, elle me lâchait. Marguerite s'est tournée vers moi. On a besoin de toute la vérité maintenant. Plus de protection pour Daniel, plus d'adoucissement de quoi que ce soit. Compris? J'ai hoché la tête, les larmes me montant aux yeux. Je sais. 2 véhicules de gendarmerie sont arrivés en quelques minutes. Un des gendarmes était une femme dans la quarantaine, avec des yeux fatigués mais gentils. L'autre était plus jeune, sérieux, vigilant. Ils ont écouté attentivement pendant que nous leur racontions ce qui s'était passé. Au début, je me suis senti gêné. Puis la gendarme a lu les textos et son expression a changé. Puis elle a écouté l'enregistrement de l'appel au 17 et a noté chaque mot que Daniel avait dit. Puis Marguerite leur a parlé des camions et des hommes. Enfin, je me suis forcé à leur raconter la partie que j'avais cachée. Il y a 3 mois, Daniel ne m'avait pas seulement posé des questions sur le coffre et les papiers de la maison. Elle avait aussi posé des questions étranges sur mon testament, sur le fait que la propriété était au nom de Marguerite et au mien, sur le fait que ma fille Claire connaissait la valeur exacte de notre terrain. À l'époque, j'avais fait semblant de ne pas remarquer à quel point c'était bizarre. Puis 2 semaines plus tard, j'avais trouvé une copie de notre ancien relevé de propriété manquante dans le bureau à domicile. Je m'en étais voulu. Je pensais peut-être l'avoir égaré. Maintenant, je savais mieux. La gendarme plus âgée, dont le badge indiquait « Moreau », a demandé « Votre fille avait-elle accès à votre maison ?» « Oui, ai-je dit. Elle avait l'habitude. Elle avait encore une vieille clé pour les urgences. Du moins, je pensais que c'était pour les urgences. Elle a annoté ça. Puis elle a demandé « Est-ce qu'elle ou son mari étaient sous pression financière ?» J'ai ri une fois, sec et amer. C'est le dire gentiment. Et lentement, pièce par pièce, toute la forme du problème a commencé à se montrer. Daniel avait lancé une petite entreprise de construction il y a 2 ans avec un associé commercial nommé Vincent Mercier, aucun lien avec nous. Au début, les choses allaient bien. Puis Daniel avait emprunté trop d'argent, essayant de s'étendre rapidement. Elle avait acheté du matériel qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait promis aux ouvriers des emplois qui ne s'étaient jamais vraiment concrétisés. Marc avait aussi dépensé de l'argent comme si le succès était garanti. Des meubles neufs, des dépôts pour l'école privée, des choses de designer qu'il aimait cacher sous le mot « investissement ». Quand l'entreprise a commencé à couler, ils n'ont pas ralenti. Ils ont emprunté davantage. Puis est venue la pire partie. Tout l'argent ne venait pas de la banque. Une partie venait d'hommes qui n'attendaient pas poliment pour être payés. J'ai vu le stylo de Moreau s'arrêter une seconde. « Comment savez-vous ça ?» J'ai baissé les yeux vers mes mains. Parce que je l'ai surprise une nuit au téléphone. Elle a dit « Je vais les faire signer. Donnez-moi juste jusqu'à la réunion. » Je me suis dit que j'avais du mal comprendre. Je me suis dit qu'aucune fille ne voudrait dire ses propres parents. Marguerite a fermé les yeux brièvement. Je me suis senti malade de honte. J'aurais dû lui dire, ai-je murmuré. J'aurais dû dire à quelqu'un. La voix de Moreau s'est adoucie. Vous nous le dites maintenant. Mais ça n'effaçait pas la culpabilité. Ça ne faisait que la nommer. Les gendarmes ont demandé si Daniel avait déjà été violente auparavant. J'ai dit « Non, pas exactement. » Mais il y avait eu des éclats, des assiettes brisées, une porte claquée si fort que le cadre s'était fissuré, des mots durs. Ce genre de colère qui remplit une pièce avant même qu'une personne ne lève la main. Moreau a posé une dernière question. « Croyez-vous qu'elle avait l'intention de vous faire physiquement du mal aujourd'hui ?» J'ai regardé Marguerite. Puis j'ai dit la vérité. Je pense qu'elle nous voulait assez effrayer pour obéir.
Mais une fois que la peur entre dans un plan, le vrai mal n'est jamais loin. C'était suffisant pour elles. Elles ont dit qu'elles iraient à la propriété, vérifieraient la situation, identifieraient les hommes et s'assureraient que nos petits-enfants étaient en sécurité. Elles nous ont conseillé de ne pas rentrer chez nous pour le moment, au cas où Daniel ou les autres viendraient là-bas. Au lieu de cela, elles ont suggéré qu'on reste quelque part en sécurité pour la nuit, peut-être avec de la famille de confiance. Claire. Ma fille vivait à 40 minutes dans la ville voisine. Elle était pratique, forte et impossible à tromper. Soudain, j'aurais aimé l'avoir appelée dès que Daniel avait commencé à agir bizarrement il y a des semaines. Nous avons roulé chez Claire sous conseil de la police. Une voiture de patrouille a suivi pendant une partie du trajet, puis s'est séparée une fois que nous étions proches. Pendant tout le trajet, je m'attendais à ce que mon téléphone sonne à nouveau. Il ne l'a pas fait. Ce silence semblait pire. Claire a ouvert la porte avant même qu'on frappe 2 fois. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans poser de questions. Son mari Thomas a verrouillé le verrou immédiatement. Leurs fils adolescents ont reçu l'ordre de monter à l'étage. Puis Claire m'a assis à la table de la cuisine, a fait du thé que j'ai à peine goûté et a écouté tout. Au début, elle a eu l'air stupéfaite, puis en colère, puis quelque chose d'encore plus triste, blessée. Je savais que quelque chose n'allait pas avec Daniel, a-t-elle dit doucement. Mais pas ça. Marguerite se tenait près de la fenêtre, surveillant la rue. Claire a demandé « Est-ce que la police est allée à la maison ?»« Oui. »« Et les enfants ?» Elles ont dit qu'elles vérifieraient. Claire a pressé ses 2 mains contre sa bouche, puis les a baissées. Ces pauvres enfants. C'était ça avec Claire. Même dans la colère, elle cherchait les plus petites personnes innocentes dans la pièce. La soirée a traîné en longueur. Chaque minute semblait étirée. Le soleil s'est couché. Thomas a allumé les lumières du porche. Claire gardait son téléphone dans sa main. Marguerite faisait les 100 pas. Je restais assis à la table, pensant à Daniel à 5 ans, Daniel à 10 ans, Daniel à 18 ans, Daniel le jour de son mariage, Daniel tenant son premier bébé, et chaque souvenir continuait de s'écraser dans le suivant, jusqu'à ce que je ne puisse plus séparer la fille que j'aimais de la femme qui avait tendu un piège. Vers 20h30, la gendarme Moreau a appelé. J'ai mis le haut-parleur. Sa voix était calme, mais il y avait une tension en dessous. Nous sommes allés à l'adresse de la réunion. La plupart des invités avaient déjà été renvoyés. Vos petits-enfants sont en sécurité. Ils sont avec un voisin en ce moment pendant que nous déterminons les prochaines étapes. J'ai failli pleurer de soulagement. « Et Daniel ?» a demandé Marguerite. Il y a eu une pause. « Votre fille n'est pas à la maison. La cuisine s'est figée. »« Qu'est-ce que vous voulez dire, pas là ?» a demandé Claire. « Elle est partie avant notre arrivée, » a dit Moreau. « Son mari est là. Il prétend que c'était un malentendu et dit que les hommes n'étaient que des associés commerciaux aidant à la préparation de l'événement. Cependant, l'un des camions dont on nous a parlé a maintenant été retrouvé abandonné près d'une route de service. Nous cherchons toujours le conducteur et Daniel. » Une sensation froide a remonté le long de mon dos. Puis Moreau a dit la partie qui m'a le plus glacé. Nous avons également trouvé plusieurs documents de transfert de propriété non signés sur la table de la salle à manger, ainsi que des copies de dossiers de votre bureau à domicile. Monsieur Leblanc, l'un de ces papiers inclut une version d'entraînement contrefaite de votre signature. Ma bouche s'est ouverte. Claire a fait un son de pur dégoût. La main de Marguerite s'est fermée en poing. Mais Moreau n'avait pas fini. Il y a encore une chose. Un voisin dit que votre fille est partie précipitamment après avoir pris une boîte métallique verrouillée du garage. Savez-vous ce qui pourrait être dans cette boîte ? J'ai fixé la table. Puis la réponse m'a frappé si soudainement que je me suis senti étourdi. La boîte du coffre familial. Pas celle de notre maison. L'ancienne. Celle que Daniel croyait contenir encore l'acte original de la propriété du lac que mon père m'avait laissé. Et si Daniel était parti après cette boîte, alors elle ne fuyait pas. Elle essayait toujours de finir ce qu'elle avait commencé. J'ai repoussé ma chaise si vite qu'elle a grincé fort sur le sol de la cuisine de Claire. « Elle pense que l'acte est dans cette boîte ?» ai-je dit. Marguerite s'est détournée de la fenêtre. « Tu es sûr ?» ?»« Oui, ai-je dit. Elle m'a posé la question il y a des années quand mon père est mort.
Je lui ai dit que les papiers de la propriété du lac étaient gardés dans une boîte métallique dans le garage avant qu'on déplace la plupart des documents dans le coffre-fort de la maison. Elle a dû s'en souvenir. Claire a croisé les bras fermement sur sa poitrine. « Était gardé ?»« Là. » J'ai hoché la tête. « Le vrai acte n'est plus dans cette boîte. Je l'ai déplacé à la banque il y a presque 6 ans. Mais Daniel ne le sait pas. » Pendant une minuscule seconde, le soulagement a traversé la pièce comme une faible brise. Puis il a disparu. Parce que même si le vrai acte était en sécurité, Daniel avait quand même volé la boîte, contrefait ma signature et essayé de nous piéger avec des hommes étranges qui attendaient près de sa maison. Le problème était bien plus grand qu'un seul papier. La voix de la gendarme Moreau est revenue par le téléphone. Cela nous aide. Ne quittez pas la maison ce soir. Verrouillez tout. Nous pourrions avoir besoin de vous demain matin pour faire des déclarations complètes et examiner les documents que nous avons récupérés. Nous serons là, a dit Marguerite. Après la fin de l'appel, le silence s'est installé sur la cuisine. Claire s'est assise lentement en face de moi. Son visage semblait pâle sous la lumière douce au-dessus de la table. « Papa, a-t-elle dit très doucement, je dois te poser quelque chose, et je n'essaie pas de te blesser. As-tu déjà donné à Daniel une raison de penser qu'elle pouvait faire ça et que tu la protégerais quand même ?» La question a piqué parce qu'elle était juste. J'ai regardé mes mains pendant un long moment. « Oui, ai-je dit. » Marguerite a laissé échapper un souffle discret. Pas en colère, juste triste. C'était vrai. J'avais protégé Daniel trop de fois. Pas des genoux écorchés ou des problèmes de cours d'école. C'était normal. Je veux dire les fois plus importantes, les fois dangereuses, les fois où l'amour avait cessé d'être de l'aide et avait commencé à devenir une couverture. Quand Daniel avait 15 ans et s'était fait prendre en train de voler des écouteurs dans un magasin, j'avais dit au gérant qu'elle pleurait son grand-père et ne pensait pas clairement. Quand elle avait 19 ans et avait emprunté de l'argent à sa sœur sans jamais le rembourser, j'avais dit à Claire de laisser tomber parce que sa sœur cherchait sa voie. Quand elle avait 27 ans et avait crié sur Marguerite pendant le dîner de Thanksgiving à propos d'un prêt, j'avais fait le dessert, changé de sujet et agi comme si la pièce ne venait pas de se fissurer au milieu. Chaque fois, je me disais que je maintenais la famille ensemble. Maintenant, je voyais ce que j'avais vraiment fait. J'avais appris à ma fille que les problèmes pouvaient être adoucis, expliqués, cachés sous la nappe jusqu'à ce que la compagnie parte. Claire n'a pas dit « Je te l'avais dit ». Elle n'en avait pas besoin. La vérité était déjà dans la pièce. Thomas s'est raclé la gorge. On a besoin d'un plan pour cette nuit. Ça nous a ramenés au présent. Il a revérifié les serrures. Claire a fermé les rideaux. Marguerite a appelé la ligne d'urgence de la banque pour s'assurer que notre accès au coffre-fort serait signalé si quelqu'un essayait quelque chose d'étrange. J'ai appelé notre voisine, Madame Rousseau, et je lui ai demandé de surveiller notre maison et de n'ouvrir la porte à personne, surtout pas à Daniel ou Marc. Elle a eu l'air choquée, mais elle a promis. Vers 21h30, les fils de Claire sont descendus en chaussettes et ont demandé si grand-père allait bien. J'ai souri et dit oui de cette façon que les adultes ont quand ils essaient de ne pas verser leur peur dans les enfants. Ils m'ont étreint quand même. L'aîné, Lucas, a murmuré « Maman dit que tante Danielle a fait quelque chose de mal. » J'ai touché sa joue. Elle a fait des choix très mauvais. Lucas a hoché la tête avec le visage sérieux d'un garçon essayant de comprendre les problèmes des adultes. « Tu es en sécurité ici ?»« Oui, ai-je dit, et cette fois je le pensais. » Pour le moment. Il a semblé satisfait et est remonté. Ça a failli me briser. Les enfants posent les questions les plus claires. « Es-tu en sécurité ? Ça va ? Quelqu'un a fait quelque chose de mal ?» Les adultes enterrent les mêmes questions sous des couches de fierté et d'excuses. Plus tard, après que tout le monde se soit calmé, Claire a préparé la chambre d'amis pour Marguerite et moi. Mais le sommeil ne venait pas. Je restais éveillé, fixant le ventilateur au plafond, tournant en cercle lent dans le noir. À côté de moi, la respiration de Marguerite restait irrégulière. Je savais qu'elle était éveillée aussi. Après un moment, elle a dit doucement « Je continue à rejouer la route. » Moi aussi. Je me suis tourné sur le côté. « Si tu n'avais pas vu ce camion, je sais. » Le reste de la phrase est resté non dit. Si je n'avais pas levé les yeux au bon moment,
Si je n'avais pas fait confiance à la sensation froide dans ma poitrine, si Marguerite m'avait ignoré et avait continué à conduire, nous aurions pu nous garer directement dans l'allée de Daniel, sortir en souriant, portant le dessert et les chaises pliantes, marchant droit dans ce qui nous attendait. La main de Marguerite a trouvé la mienne dans le noir. « Tu nous as sauvés », a-t-elle dit. Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais vieux, secoué et le cœur brisé. « J'aurais dû parler plus tôt », ai-je murmuré. « Oui », a-t-elle dit, puis après une pause. « Mais tu as parlé quand c'était le plus important. » Cette gentillesse a fait glisser des larmes silencieusement dans mes cheveux. Quelque part après minuit, mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Daniel. Tout mon corps s'est raidi. Marguerite s'est redressée sur un coude. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais je devais. Je suis sorti dans le couloir pour ne réveiller personne et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'était de la respiration et un léger bruit de moteur comme si elle était assise dans une voiture garée. Puis elle a dit « Papa ». Pas de colère cette fois, pas de fausse douceur, juste une voix fatiguée, effilochée. « Où es-tu » ai-je demandé. « Ça n'a pas d'importance. Ça compte pour la police. » Elle a émis un petit rire sans humour. « Donc tu l'as vraiment fait. Tu nous as fait poursuivre par des hommes en camion, ai-je dit. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait ?» Sa respiration est devenue plus rude. Ce n'était pas censé aller aussi loin. La revoilà. Cette phrase inutile. Pas censé. Comme si un piège avec des papiers contrefaits et de la pression engagée pouvait rester d'une certaine manière propre et inoffensif. Je me suis appuyé contre le mur. Alors dis-moi clairement, plus de demi-discours, qui sont ces hommes ? Pendant un long moment, j'ai pensé qu'elle allait raccrocher. Au lieu de cela, elle a dit « Un prêteur ». Un prêteur a besoin de 2 camions et d'hommes cachés dans les arbres ? Ça a commencé avec un prêteur, a-t-elle crié, puis a baissé la voix. Puis la dette a été vendue. Puis d'autres ont été ajoutés. Des frais, des échéances, des menaces. Vincent a disparu. Marc a paniqué. J'ai paniqué. Ce nom encore. Vincent, son associé commercial. Où est Vincent maintenant ? Je ne sais pas, a-t-elle dit, et pour la première fois je l'ai cru. J'ai fermé les yeux. Combien tu dois ? Elle est restée silencieuse. Daniel. 280 000, a-t-elle marmonné. Mes genoux ont failli me lâcher. Je m'attendais à un problème. Pas à un problème de cette taille. Comment ? Sa voix s'est élevée vivement. Parce que j'essayais de construire quelque chose. Parce que chaque fois que je m'approchais, quelque chose tournait mal. L'équipement était retardé. Les contrats tombèrent à l'eau. Les ouvriers voulaient être payés. Marc n'arrêtait pas de dire qu'un bon contrat arrangerait tout. Vincent n'arrêtait pas de dire « emprunte maintenant, paie plus tard ». Ça continuait de s'empiler. Et au lieu de nous dire la vérité, tu as décidé de nous voler. « Je ne volais pas », a-t-elle crié, puis a rapidement baissé la voix. J'allais tout remettre une fois que le prochain projet démarrerait. J'ai presque ri encore une fois de l'incrédulité. C'était le rire de quelqu'un debout dans les ruines de la confiance. Tu as contrefait mon nom. C'était de l'entraînement. Je n'allais pas utiliser celui-là. De l'entraînement pourquoi ? Ai-je demandé froidement. Pour devenir le genre de personne qui signe son père ? Elle n'a rien dit. Puis j'ai posé la question qui était restée comme une pierre dans ma poitrine. Savais-tu que ces hommes pourraient nous faire du mal ? Sa réponse n'est pas venue tout de suite. Ça m'en a dit assez avant même qu'elle ne parle. Je leur ai dit de ne pas trop vous faire peur, a-t-elle finalement dit. Pas trop. Je me suis laissé glisser jusqu'à être assis par terre dans le couloir. Cette phrase s'est installée sur moi comme de l'eau glacée. Pas trop vous faire peur. Comme si la peur était un bouton qu'elle pouvait tourner soigneusement. Comme si le danger pouvait être mesuré et rester moral. Papa ? A-t-elle dit, et maintenant sa voix semblait tremblante. Je sais à quel point ça sonne mal. Ça sonne exactement comme ce que c'est. J'étais désespéré. Donc on était censé être désespéré aussi ? Non. Sa voix s'est coupée. Pendant une seconde, j'ai entendu une autre voix près d'elle. Une voix de femme, celle de Marc, aiguë et rapide. Puis une portière de voiture a claqué. Je me suis redressé. « Marc est avec toi ?» Elle n'a pas répondu. «
Daniel, les enfants sont avec vous? Non, au moins ça. Puis elle a dit quelque chose qui a fait retomber mon estomac. Il me met tout sur le dos maintenant. Bien sûr qu'il le faisait. J'avais déjà vu ce genre-là. Souriant à la lumière du jour, déplaçant le blâme dans le noir. Mais je savais aussi que ce n'était pas tout de lui. Personne n'avait forcé Daniel à nous inviter à cette maison. Personne ne l'avait forcé à continuer après avoir vu notre voiture faire demi-tour. C'était en ses choix. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» ai-je demandé. Ces mots suivants sont sortis petits, presque enfantins. « Dis-leur que je ne voulais pas vous faire de mal. » J'ai fixé le couloir sombre. Pendant une seconde faible et insensée, j'ai failli entendre non pas la femme adulte, mais la petite fille qui avait autrefois pleuré pour un oisillon. Puis je me suis souvenu des camions, des papiers contrefaits, du texto de Marc, du mot « coopérer », de la phrase « pas trop ». Et quelque chose en moi s'est durci d'une façon propre et douloureuse. « Non », ai-je dit. Elle a inspiré vivement. « Tu dois dire la vérité toi-même », ai-je continué. « Et tu dois te rendre. » Papa, non. Écoute-moi maintenant. C'est la partie où ta vie peut encore devenir honnête. Pas facile, pas agréable, pas propre, mais honnête. Tu vas voir la police. Tu leur dis tout. Chaque nom, chaque papier, chaque mensonge. Où tu continues à fuir et tu deviens exactement la personne que tu prétends ne pas être. Pendant un moment, il n'y avait que de la respiration. Puis elle a murmuré « Tu as toujours aimé Claire plus ?» Les mots m'ont frappé si soudainement que j'ai failli lâcher le téléphone. C'était une si vieille blessure, une si vieille excuse, et l'entendre maintenant au milieu de toute cette épave a fait quelque chose cliquer en place. C'était une partie de son histoire sur elle-même. Peut-être pas toute l'histoire, mais une partie. La croyance que quelqu'un d'autre était favorisé, quelqu'un d'autre avait plus de confiance, quelqu'un d'autre avait plus facile, et donc les règles qui tenaient les autres en place n'avaient pas besoin de la retenir. « Daniel », ai-je dit doucement, « c'est un mensonge que tu te nourris depuis des années. » Elle n'a pas parlé. Claire a pris ses responsabilités. Claire a dit la vérité même quand ça la faisait mal paraître. Claire a accepté « non » quand « non » était la réponse. Toi, tu voulais être secouru sans honnêteté. Tu voulais de l'aide sans humilité. Ce n'est pas la même chose. Un long silence a suivi. Puis elle a dit « Si je me rends, ils vont déchirer cette famille. » « Non, ai-je dit. Toi, tu l'as déjà fait. » Et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis sur le sol du couloir pendant longtemps après ça, tenant le téléphone sur mes genoux et fixant le vide. Finalement, Marguerite a ouvert la porte de la chambre et m'a trouvé là. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot. Je me suis appuyé contre elle et j'ai pleuré doucement. Pas avec de gros sanglots, juste un chagrin profond et fatigué qui semblait sans fond. Au matin, je n'avais plus de larmes. Claire a fait du café. Thomas a conduit les garçons à l'école et leur a dit qu'il y avait une urgence familiale. Marguerite s'est rasée avec une main qui n'a tremblé qu'une fois. J'ai enfilé une chemise bleue simple et un pantalon gris, le genre de vêtements qui font qu'un homme sent qu'il peut traverser des endroits difficiles le dos droit. Au commissariat de gendarmerie, tout est devenu plus officiel, plus solide, plus douloureux. Nous avons examiné des copies des papiers contrefaits. Il y avait des transferts de pouvoir temporaires, des autorisations de propriété, des formulaires de garantie de prêt d'urgence et un document de projet laid qui aurait permis à Daniel le contrôle sur les principaux actifs familiaux s'il était signé pendant ce qui était formulé comme une période d'assistance à court terme. Chaque page me glaçait davantage. La gendarme Moreau était assise avec nous pendant que nous lisions. « Cet ensemble a été préparé dans la précipitation », a-t-elle dit. « Il y a des défauts juridiques. Certaines formulations sont bâclées, mais avec de la pression, de la confusion et suffisamment de signatures recueillies en une seule session, de vrais dommages auraient pu être faits avant que quiconque ne le comprenne. » Le visage de Marguerite s'est assombri de colère. Je me suis juste contenté de tourner les pages. Puis nous sommes arrivés à la feuille avec ma signature contrefaite d'entraînement. Elle était là. Mon nom copié mal, mais assez proche pour me rendre malade. Étienne Leblanc. Je l'ai fixé si longtemps que les lettres ont cessé de ressembler aux miennes. Moreau a demandé si je reconnaissais l'écriture dans les notes autour de la page. Je l'ai fait. Une partie était celle de Daniel.
Une partie, j'en étais presque sûr, était celle de Marc. Et puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Moreau a glissé une photo prise de la table de la salle à manger de Daniel avant que les preuves ne soient collectées. Dans le coin de l'image, à moitié couverte par un bloc-notes, se trouvait une carte de notes jaune. Mon souffle s'est bloqué. Je connaissais cette carte. C'était l'une des miennes. J'utilisais des cartes jaunes pour les recettes, les rappels, les anniversaires, les petites notes domestiques. Celle-ci avait été dans le tiroir de ma cuisine il y a 1 mois. « Je peux voir ça de plus près ?» ai-je demandé. Moreau a zoomé. La note disait « Apportez le dossier bleu, demandez l'accès bancaire, gardez Marguerite calme. Si besoin, les séparer. » La pièce a semblé basculer. Marguerite s'est penchée fortement. Les séparer. Ma bouche s'est asséchée. Ce n'était plus seulement une question de papier. C'était un plan de contrôle, de division, pour rendre un parent plus facile à presser sans l'autre dans la pièce. J'ai pressé mes doigts contre mes lèvres. Moreau a dit doucement « Monsieur Leblanc, nous devons savoir s'il y a autre chose dans votre maison ou l'histoire familiale qui pointe vers une préméditation. Quelque chose d'inhabituel manquant, copié, discuté. » Et soudain, je me suis souvenu d'une chose de plus. Il y a 2 semaines, Marc m'avait pris à part pendant le récital de danse de ma petite fille Emma. Il avait souri et bavardé sur les costumes, les chaussures et la circulation. Puis, si négligemment que ça avait presque glissé devant moi, il avait demandé si Marguerite gardait toujours ses médicaments pour le cœur dans sa poche de manteau quand elle voyageait. À l'époque, j'avais pensé que c'était de l'inquiétude. Maintenant, le sang a quitté mon visage. Marguerite m'a regardé. « Quoi ?» Je me suis tourné lentement vers elle. « Marc m'a posé des questions sur tes médicaments. » Le silence qui a suivi a été terrible. L'expression de Moreau s'est immédiatement aiguisée. Qu'est-ce qu'il a demandé exactement ? J'ai répété mot pour mot. Le gendarme à côté d'elle s'est redressé sur sa chaise. Le visage de Marguerite a perdu sa couleur. Aurait-il pu planifier de me séparer de mes médicaments ? A-t-elle demandé. J'ai refixé la carte jaune. Gardez Marguerite calme. Si besoin, les séparer. Mon cœur martelait. Peut-être que ça voulait dire seulement la faire parler. Peut-être que ça voulait dire l'emmener ailleurs. Peut-être que ça voulait dire créer de la confusion. Mais une fois que les gens commencent à planifier la peur, chaque explication innocente commence à mourir. Moreau s'est levé. « Je dois passer un autre appel. » Elle est sortie avec le jeune gendarme, me laissant seule avec Marguerite dans une petite salle d'interrogatoire qui semblait soudain trop étroite. Marguerite m'a regardé avec horreur tranquille. « Étienne. » J'ai tendu la main vers la sienne à travers la table. « Tu es là. Tu es en sécurité. » « Pour l'instant, » a-t-elle dit. C'était la vérité. Pour l'instant. Quelques minutes plus tard, Moreau est revenu, mais son visage m'a dit que la journée allait empirer avant même qu'elle ne s'assoie. « Nous avons localisé Marc, » a-t-elle dit, mais pas dans des circonstances normales. Mon estomac a chuté. « Elle a été trouvée dans un motel à 30 km à l'est de la ville, » a poursuivi Moreau. Il essayait de partir avec de l'argent liquide, des bijoux et un dossier de copie de dossiers financiers familiaux. Et il n'était pas seul. J'ai agrippé la main de Marguerite plus fort. « Qui était avec lui ?» a demandé Marguerite. Moreau m'a regardé directement. « Votre petit-fils, Tyler. » Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. « Tyler » ai-je répété. La gendarme Moreau a hoché la tête une fois. « Oui. » Ma poitrine s'est resserrée si vite que j'ai dû presser une main contre elle. Tyler était le fils aîné de Daniel et Marc, 14 ans, tout en coudes et baskets et blagues à moitié finies. Il oubliait encore où il mettait son sac à dos. Il demandait encore du sirop supplémentaire sur les crêpes. Il était assez vieux pour comprendre beaucoup, mais pas assez vieux pour être traîné dans des combines d'adultes. La voix de Marguerite est sortie basse et rauque. « Il a été blessé ?»« Non, » a rapidement dit Moreau. « Il va physiquement bien. » Secoué, mais bien. J'ai fermé les yeux de soulagement pendant 1 seconde, mais le soulagement n'a pas duré. Pourquoi Tyler était-il avec Marc dans un motel, portant des dossiers volés et des objets de valeur pendant que Daniel était toujours introuvable? Moreau a tiré une chaise et s'est assise à nouveau.
Nous essayons de déterminer si Tyler est parti volontairement, s'il comprenait ce qui se passait et si Mark l'utilisait comme couverture. En ce moment, il est avec une officière de soutien aux mineurs et une conseillère des services familiaux. Elle a fait une pause. Il continue de demander son grand-père. Ça m'a achevé. Pas les papiers contrefaits. Pas même le motel. Cette phrase. Il continue de demander son grand-père. J'ai mis mes 2 mains sur mon visage et j'ai respiré lentement pour ne pas m'effondrer devant tout le monde. Marguerite m'a frotté le dos une fois, stable et chaud. Claire, qui était venue avec nous au commissariat et était assise contre le mur, a murmuré « Oh non, oh Tyler ». Moreau a laissé le silence s'installer un moment puis a dit « Il y a autre chose que vous devez savoir ». Tyler a dit à la conseillère qu'il a entendu ses parents se disputer hier soir après que votre voiture ait fait demi-tour. Il dit que Mark voulait partir immédiatement avec les documents et tout ce qu'il pouvait emporter. Danielle voulait continuer à chercher la boîte métallique parce qu'elle pensait qu'elle contenait l'acte original du lac. Ils se sont séparés. Mark a pris Tyler et est parti. Danielle a continué à conduire. Cette image s'est formée dans mon esprit trop facilement. La panique brisant leur petit plan factice. Le blâme volant dans les 2 sens. Et au milieu, un enfant pris comme une valise tirée d'une voiture à l'autre. Claire s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Il a pris son propre fils en fuyant la police. Ça seul me dit quel genre de mère il est. Je n'ai pas répondu. Je pensais au visage de Tyler. Je pensais aussi aux plus jeunes enfants, Emma et Noé, attendant chez un voisin pendant que leur maison se transformait en scène de police et que leurs parents se transformaient en étrangers. Puis une autre pensée m'a frappé. « Pourquoi Tyler ?» ai-je demandé. Les yeux de Moreau ont vacillé vers ses notes. Selon lui, Mark lui a dit qu'il faisait un petit voyage parce que la famille avait du drame et qu'il avait besoin d'aide pour porter des sacs. Il dit qu'il lui a promis de la restauration rapide et lui a dit de ne pas poser de questions. Marguerite a marmonné quelque chose sous son souffle que je n'ai pas pu tout à fait attraper. Mais je savais que c'était de la colère. J'ai regardé Moreau. « Je peux le voir ?» Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Probablement oui, après qu'on ait fini ici. Mais avant ça, nous devons savoir si Tyler a pu voir ou entendre quelque chose d'important. » Je me suis redressé et me suis forcé à revenir dans la pièce. « Demandez-moi. » Elle a tourné une page. Tyler a-t-il déjà été utilisé auparavant pour transmettre des messages, porter des papiers, déverrouiller des portes, ce genre de choses? Au début, je voulais dire non. Puis je me suis souvenu de petits moments qui avaient semblé inoffensifs à l'époque. Tyler arrivant avec des enveloppes. Tyler étant envoyé dans notre maison en avance sur tout le monde pour attraper le plat à tarte de grand-père dans la cuisine. Tyler demandant une fois d'une manière bizarrement répétée si grand-mère gardait toujours ses clés de rechange dans le pot en céramique près de la buanderie. La honte est revenue plus chaude cette fois. Oui, ai-je dit doucement. Peut-être que je ne l'ai pas vu clairement alors, mais oui. Claire a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé avec une compréhension triste. Elle ne me blâmait pas. Ça faisait presque plus mal. Moreau a noté ça. Vous aidez plus que vous ne le réalisez. Peut-être, mais ça ne ressemblait pas à de l'aide. Ça ressemblait à marcher à reculons à travers mes propres erreurs et à les nommer une par une. Nous avons passé une autre heure avec des déclarations et des chronologies. Le commissariat semblait froid, trop lumineux, plein de pas et de téléphones qui sonnaient et de portes qui s'ouvraient et se fermaient. À un moment donné, quelqu'un a apporté des gobelets de café en papier. J'en ai pris un et j'ai oublié de le boire. Finalement, près de midi, Moreau nous a conduits dans une salle plus petite avec des chaises plus douces et une boîte de mouchoirs sur la table. Une conseillère se tenait près de la fenêtre et assis à côté d'elle, les épaules courbées, se trouvait Tyler. Au moment où il m'a vu, il a éclaté en larmes. J'étais à travers la pièce avant même de savoir que j'avais bougé. Il s'est levé et s'est écrasé contre moi, tous les bras maigres et la peur et l'odeur d'enfant, et s'est accroché si fort que mon cœur a fait mal. J'ai enroulé mes 2 bras autour de lui et j'ai dit la seule chose qui comptait d'abord. « Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. » Il a pleuré dans ma chemise, comme il le faisait quand il avait 6 ans et s'était écorché le genou au parc.
Marguerite a mis une main sur l'épaule de Tyler. « Hé, mon grand !» Tyler la regardait avec les yeux rouges. « Je ne savais pas, grand-mère. Je promets que je ne savais pas ce qu'il faisait. »« Je sais, » a dit Marguerite aussitôt. Nous nous sommes assis ensemble. La conseillère a posé des questions douces. Tyler a répondu par morceaux brisés d'abord, puis plus clairement en se calmant. Il a dit que la réunion avait été réelle en surface. La nourriture avait été sortie. Certains parents étaient invités pour plus tard, mais Marc lui avait dit, ainsi qu'à Emma, que grand-père et grand-mère venaient tôt parce que « nous devons parler d'affaires familiales d'adultes ». Danielle avait été en colère toute la matinée. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. 2 hommes étaient intervenus au garage avant l'arrivée des invités. Tyler avait entendu l'un d'eux dire « S'il signe, on a fini avant le déjeuner. Mon estomac s'est enfoncé. » Puis Tyler a dit quelque chose qui a fait couvrir sa bouche à Claire. J'ai entendu maman dire « Garde juste papa occupé et garde grand-mère dehors s'il devient difficile. » La revoilà. La séparation, la planification, les petites étapes calmes de la trahison. La conseillère a demandé à Tyler s'il savait quel papier était impliqué. Il a hoché la tête faiblement. « J'ai vu le nom de grand-père sur un tas. Maman a dit que c'était juste pour un prêt et que grand-mère était trop têtue pour comprendre les affaires d'adultes. Ma gorge me faisait mal. » Puis Tyler nous a raconté la dispute après que nous ayons fait demi-tour et soyons partis. Danielle avait lancé une chaise sur le porche. Marc avait crié qu'elle avait tout ruiné en laissant nous approcher trop près du camion caché. L'un des hommes avait crié que le temps était écoulé et que quelqu'un d'autre récupérerait ce qui était dû si Danielle ne pouvait pas. Ce « quelqu'un d'autre ». Même maintenant, nous ne savions toujours pas qui se tenait au-dessus de tout ce désordre. Tyler a dit que Danielle était partie en conduisant, ayant l'air sauvage et en colère. Et Marc s'était précipité dans la maison en jetant des bijoux, de l'argent liquide et des dossiers dans des sacs. Quand Tyler avait demandé ce qui se passait, il lui avait dit qu'il partait en aventure et qu'il était le fort sur lequel il pouvait compter. Cette phrase a fait serrer mes mains. Les enfants veulent être utiles. C'est pourquoi les adultes égoïstes les utilisent si facilement. À ce stade, la conseillère a mis en pause les questions parce que Tyler devenait submergé. J'ai tenu sa main pendant qu'il buvait de l'eau. Il ne voulait pas lâcher mes doigts. Puis il m'a regardé et a posé la question que je redoutais. « Maman va aller en prison ?» Personne n'a parlé pendant 1 seconde. On peut mentir aux enfants pour protéger leur heure de coucher. On ne devrait pas leur mentir quand leur monde s'effondre déjà. J'ai lissé ses cheveux en arrière de son front. Maman a fait quelque chose de très mauvais. La police doit s'occuper de ça. Le menton de Tyler a tremblé. Mais c'est toujours ma maman. Je sais, ai-je dit doucement. Et aimer quelqu'un ne rend pas ce qu'ils ont fait correct. Ça l'a fait pleurer à nouveau, mais plus doucement cette fois, avec la compréhension triste de quelqu'un apprenant une des pires leçons de la vie trop tôt. Avant de quitter la pièce, je me suis penché et l'ai regardé droit dans les yeux. Rien de tout ça n'est de ta faute. Pas un seul petit morceau, tu m'entends ? Il a hoché la tête. Ton travail maintenant, c'est de dire la vérité. C'est comme ça que les bonnes personnes commencent à nettoyer les mauvais désordres. Il a murmuré. D'accord. Et je pense que c'était le moment où j'ai compris ce que ma vengeance devait vraiment être. Pas des cris, pas de la méchanceté, pas de ruine de personne pour le plaisir. La vérité. La vérité dans des pièces lumineuses. La vérité sur papier. La vérité devant des juges et des enfants et des membres de la famille qui avaient été nourris de mensonges. La vérité qui ne pouvait pas être adoucie. Ce serait ma vengeance. L'après-midi s'est déroulé rapidement. Après ça, Claire a ramené Tyler chez elle pour qu'il puisse être quelque part en sécurité et tranquille avec des gens qui l'aimaient. Les services familiaux ont commencé les arrangements pour Emma et Noé aussi. La garde temporaire a été organisée. Les enfants sont restés principalement avec Claire et Thomas pendant que le tribunal réglait tout. Tyler est allé en thérapie. Emma a cessé de se réveiller en pleurant après quelques semaines. Noé a recommencé à sourire quand Marguerite l'a emmené pêcher dans un petit étang sûr près de chez Claire. Marc était retenu pour interrogatoire. Danielle était toujours introuvable. Vers 15 heures, j'étais épuisé jusqu'aux os, mais j'ai refusé de rentrer chez moi. Au lieu de cela, j'ai dit à Marguerite et Claire que je voulais une chose avant la fin de la journée.
Je veux que toutes les serrures soient changées, ai-je dit. Marguerite a immédiatement hoché la tête. Et je veux que toute la famille sache pourquoi. Claire a cligné des yeux. Tu veux le dire à tout le monde aujourd'hui? Oui, tous les deux m'ont fixé. Il y a une semaine, j'aurais supplié pour l'intimité. J'aurais dit « Gardons ça discret. Protégeons les petits-enfants. Évitons le scandale. Donnons à Daniel de la place pour expliquer. » Mais le secret avait déjà fait assez de dégâts. Plus de cachette, ai-je dit. Plus de protection des mensonges avec le silence. Le visage de Marguerite s'est adouci, et sous toute la douleur, j'ai vu un peu de fierté là. Donc ce soir-là, avec le commissariat de gendarmerie au courant et notre avocat déjà contacté, nous avons rassemblé ce que nous pouvions de la famille immédiate par téléphone et appel vidéo. Ma sœur Ruth, mon cousin Jean, le beau-frère cadet de Daniel, le mari de Claire à ses côtés, quelques autres. Pas de chaîne de ragots, pas de performance dramatique. Juste les gens qui avaient besoin de la vérité avant que de fausses histoires ne les atteignent en premier. Je me suis assis à la table à manger de Claire, le dos droit, et je leur ai dit qu'il y avait eu un piège déguisé en réunion. Je leur ai dit que des papiers contrefaits avaient été trouvés. Je leur ai dit que Daniel avait impliqué des hommes extérieurs liés à une dette. Je leur ai dit que Marc s'était enfui avec des dossiers volés, et Tyler. J'ai dit que les petits-enfants étaient en sécurité. J'ai dit que nous coopérions avec la police. J'ai dit qu'il n'y aurait plus de faire semblant. Les réactions sont venues par vagues. Choc, larmes, questions. Un parent n'arrêtait pas de dire « non, non, non » sous son souffle. Un autre a demandé si j'étais absolument sûr. Claire a répondu à celle-là avant que je puisse. Ruth a pleuré ouvertement, puis s'est excusée d'avoir pleuré, ce qui m'a donné envie de pleurer aussi. Jean a posé les questions pratiques sur la garde, l'école et si les enfants auraient besoin de sacs de nuit de la maison. Pas une seule personne n'a défendu Daniel une fois qu'elles ont entendu les faits clairement. Ça comptait, parce que les mensonges grandissent le plus fort dans la confusion. Plus je parlais clairement, plus toute son histoire devenait petite. À un moment donné, mon cousin Jean a dit « Étienne, tu as l'air plus fort que je ne t'ai entendu depuis des années. » J'ai baissé les yeux vers mes mains pliées. J'ai dû devenir plus fort, ai-je dit. L'ancienne version de moi a aidé à créer ça en avalant trop. Personne n'a contesté ça. Quand les appels se sont terminés, la maison était à nouveau silencieuse. Claire a réchauffé de la soupe que personne ne voulait vraiment. Mais nous avons mangé parce que les êtres humains ont encore besoin de dîner, même quand leur famille s'effondre. Tyler était assis au bout de la table, les yeux gonflés, la cuillère bougeant lentement. Emma et Noé étaient arrivés à ce moment-là aussi, endormis et confus, s'accrochant près de Claire. Les petits ne connaissaient pas encore toute la vérité. Ils savaient seulement que maman et papa avaient des problèmes et que grand-père continuait à embrasser leur tête trop souvent. Après le dîner, j'ai bordé Emma dans le lit d'invité à côté de Noé, pendant que Claire s'occupait de Tyler dans la chambre de Lucas. Emma m'a regardé avec ses grands yeux le blanc et a demandé « J'ai fait quelque chose de mal à la réunion ?» La question a failli me fendre en deux. « Non, ma chérie. » Alors pourquoi tout le monde est parti? J'ai lissé ses cheveux. Parce que certains adultes ont fait de mauvais choix. Pas toi. Elle a semblé accepter ça de la façon dont les enfants fatigués le font. Maman viendra demain? J'ai embrassé son front, parce que je ne pouvais pas promettre ce que je ne savais pas. Demain, tu seras avec des gens qui t'aiment. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai dû m'appuyer contre le mur du couloir pendant 1 seconde et me rassembler. C'était le vrai coup. Pas les papiers, pas l'argent, pas même le danger légal. Des enfants couchés dans des lits empruntés demandant ce qu'ils avaient fait de mal. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que la maison se soit calmée, Marguerite et moi nous sommes assis sur le porche arrière de Claire sous la lumière jaune du porche. L'air était frais. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé une fois et s'est tu. Marguerite tenait une tasse de thé refroidi entre ses mains. « Tu avais raison », a-t-elle dit doucement. « À propos de quoi ?» Le silence. Elle a regardé dans la cour. « On l'a tous les deux utilisé. Toi plus que moi peut-être, mais moi aussi. J'ai laissé des choses glisser parce que je pensais que la paix était la même chose que la guérison. » J'ai hoché la tête.
Moi aussi. Elle s'est tournée vers moi. Plus maintenant, ai-je accepté. C'est le genre de moment dans une histoire où je te dirais de respirer et de penser à ta propre vie pendant une seconde. Parce que les familles ne cassent pas toutes en une fois. Elles se fissurent petit à petit quand les gens excusent ce qui devrait être affronté. Et parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire, c'est dire la vérité tôt, avant que la vérité ne vienne s'écraser à travers la porte d'entrée. Si cette partie touche ton cœur, accroche-toi à cette pensée. Parce que le mien avait encore un test difficile qui l'attendait. Vers 22h15, la gendarme Moreau a appelé à nouveau. J'ai répondu aussitôt. Sa voix était coupée et urgente. « Monsieur Leblanc, nous avons localisé le camion de Daniel. » Je me suis levé de la chaise du Porsche si vite qu'elle a basculé en arrière. Où ? Près de l'ancienne route d'accès au lac Leblanc. Tout l'air a semblé quitter mon corps. La propriété du lac, le terrain de mon père, l'endroit avec la petite cabane, la remise à outils, le quai de pêche et l'ancienne cave à tempête sous la colline. Un endroit que Daniel connaissait depuis l'enfance. Un endroit assez tranquille pour se cacher. Un endroit lié directement à l'acte qu'elle pensait avoir besoin. Marguerite était debout maintenant aussi, lisant mon visage avant même que je mette le téléphone sur haut-parleur. Moreau a continué. Il y a des signes que quelqu'un est là, potentiellement armé, et nous avons trouvé autre chose sur les lieux. Ma voix est sortie mince. Quoi ? Une note manuscrite laissée sous le pare-brise du camion. Elle semble être pour vous. J'ai agrippé le téléphone plus fort. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a eu une brève pause, puis elle l'a lu. Viens seul, papa. Tu me dois une dernière conversation. Et en dessous, dans l'écriture de Daniel, se trouvaient 6 mots qui m'ont glacé le sang. Apporte le vrai acte sinon. J'ai fixé la cour sombre si fort que pendant une seconde, je ne pouvais rien voir du tout. Apporte le vrai acte sinon. Marguerite a pris le téléphone de ma main et l'a mis sur haut-parleur. Gendarme, qu'est-ce que « sinon » veut dire ? A-t-elle dit qui elle menace ? Nous ne savons pas encore, a dit Moreau. C'est pourquoi j'ai besoin que vous restiez tous les deux où vous êtes. N'allez pas à la propriété du lac. Nous envoyons des officiers là-bas maintenant. Mais même avant qu'elle finisse, je savais exactement ce que Daniel faisait. Elle tendait la main vers la plus vieille astuce d'une famille brisée. Faire peur, faire paniquer le père. Lui faire penser que seul lui peut arranger ça. Lui faire se précipiter seul en portant la chose qu'elle veut. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser ma fille utiliser mon amour de cette façon. « On ne vient pas », ai-je dit fermement, « et je n'apporte rien. »« C'est le bon choix », a dit Moreau. « Restez disponible. Nous pourrions avoir besoin de demander des informations sur la disposition de la propriété. » Après la fin de l'appel, Marguerite a ramassé la chaise du Porsche et l'a remise sur ses pieds. « Tu trembles », a-t-elle dit. « Je sais. Assieds-toi. » Je ne veux pas m'asseoir. Je me suis enroulé les bras autour de moi et j'ai regardé vers la ligne sombre des arbres, au-delà de l'arrière-cour de Claire. « Elle allait pêcher là-bas avec ton père, » ai-je dit doucement. Elle suppliait pour 1 heure de plus sur le quai chaque été. Le visage de Marguerite s'est contracté. Cette fille est partie en ce moment. J'ai avalé difficilement. Peut-être. Mais la femme qu'elle est devenue sait toujours exactement quel souvenir utiliser contre moi. Claire est sortie sur le porche, ayant entendu assez depuis la cuisine pour comprendre que quelque chose de mauvais s'était produit à nouveau. Quand j'ai expliqué, ses yeux ont brillé de colère. « Elle te veut effrayer et seule, » a-t-elle dit. « Donc on fait le contraire. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés. Nous avons étalé une vieille carte du comté sur la table à manger de Claire. J'ai marqué la route d'accès en terre, la cabane, le quai, la cave à tempête, et le sentier latéral qui coupait à travers les arbres vers l'arrière de la propriété. Marguerite leur a dit où la barrière avait tendance à se coincer. Je leur ai dit où Daniel se cacherait probablement si elle voulait surveiller la route avant d'être vue. La gendarme Moreau est restée au téléphone pendant que d'autres officiers se déplaçaient. Chaque minute semblait durer 10. Personne n'a touché au thé préparé. Tyler se tenait dans le couloir en chaussettes, le visage pâle, écoutant même s'il était censé être au lit. Je l'ai finalement amené dans la cuisine et l'ai assis à côté de moi. Parce que faire semblant que les enfants n'entendent pas les choses ne les empêche pas d'entendre. Enfin, Moreau a rappelé.
Sa voix était plus basse maintenant, contrôlée. Ils ont trouvé Daniel dans la cabane. Mes doigts se sont resserrés sur le bord de la table. Est-ce que quelqu'un est blessé? Personne n'est blessé. Elle n'avait pas d'arme à feu. Elle avait la boîte métallique, vos dossiers copiés et plusieurs papiers étalés sur la table. Elle avait aussi l'ancien organisateur de pilules de votre femme. Marguerite est devenue immobile. J'ai fermé les yeux. Donc c'était réel. Les questions sur ses médicaments. La note sur le fait de la garder calme, de nous séparer. Peut-être que Daniel avait seulement prévu de la contrôler. Peut-être pas, mais une fois que cette ligne est franchie, la sécurité cesse d'être des suppositions et devient une action. « Elle est en garde à vue ?» a demandé Claire. « Oui », a dit Moreau. Elle s'est rendue après une courte impasse. Elle était agitée, mais elle a abandonné. Toute la pièce a semblé expirer en une fois. Puis Tyler a demandé d'une toute petite voix « Maman a dit quelque chose ?» Moreau est restée silencieuse pendant une seconde avant de répondre. « Oui, elle a dit qu'elle voulait parler à son père. » Tyler a baissé les yeux. J'ai repris le téléphone. « Je viendrai demain. » Marguerite s'est tournée vivement. « Étienne. »« Au commissariat, » ai-je répondu en rencontrant ses yeux. À la lumière du jour, avec la vérité assise entre nous. Moreau a accepté que ce serait plus sûr et plus sage. Nous avons mis fin à l'appel. Puis, la maison est tombée dans cette étrange accalmie qui vient après que le danger change de forme. La chasse était terminée. La cachette était terminée. Mais la douleur n'était pas terminée. La partie la plus difficile était simplement devenue différente. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi 2 heures. Le matin, je me suis habillé soigneusement. Pas parce que les vêtements pouvaient me sauver, mais parce que la dignité compte quand ton cœur essaie de s'effondrer. J'ai porté une chemise crème, un pantalon marine, des chaussures basses et les petites boucles d'oreilles en perles de ma défunte mère. Je voulais ressembler à moi-même, solide, simple et impossible à intimider. Au commissariat, ils m'ont emmené dans une pièce privée. Daniel était déjà là, les poignets libres maintenant, mais son avenir ne l'était plus du tout. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges, son visage gris d'épuisement. Pendant un battement de seconde, j'ai vu la petite fille qui dormait avec une chaussette et pas l'autre. Puis je me suis souvenu des camions, du nom contrefait, de la note, de l'organisateur de pilules. Je me suis assis en face d'elle. Elle a murmuré « Papa ». « Non », ai-je dit doucement. « Toi, tu écoutes d'abord. » Elle a cligné des yeux, surprise. Peut-être qu'elle pensait toujours que je viendrais en pleurant et en suppliant pour une explication qui pourrait adoucir ça. Mais ce père était resté sur la route quand j'avais dit à ma femme de faire demi-tour. « Tu nous as tendu un piège », ai-je dit. « Tu as invité tes parents à une réunion de famille pour que des étrangers puissent nous presser à signer le contrôle de notre maison et de nos comptes. Tu as laissé ton mari tirer tes enfants dans le désordre. Tu as copié des dossiers privés de notre maison. Tu as contrefait ma signature. Tu nous as poursuivis quand on est parti. Tu as pris les médicaments de ta mère. Et tu as essayé de me faire peur pour que j'apporte le vrai acte à la propriété du lac. » Chacun de ces choix était le tien. Des larmes ont rempli ses yeux presque aussitôt. J'étais désespéré. « Je sais que tu étais désespéré, » ai-je dit. Désespéré est un sentiment. Ça, c'était un plan. Elle a tressailli comme si les mots l'avaient frappée. Puis elle a commencé à parler vite, trébuchant presque sur elle-même. Vincent avait disparu après avoir utilisé l'entreprise de Daniel pour cacher des dettes. Le prêteur était pire que Daniel ne le savait au début. Marc n'arrêtait pas d'insister qu'ils pouvaient tout sauver s'ils obtenaient juste le contrôle temporaire de la propriété familiale pour garantir un autre prêt. Daniel a dit qu'elle n'avait jamais voulu de violence, que les hommes étaient seulement censés nous faire peur pour qu'on signe, pas nous blesser. Elle a dit qu'elle avait paniqué quand on était parti. Elle a dit que Marc l'avait poussée. Elle a dit qu'elle se détestait. Elle a dit qu'elle avait tout ruiné. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce que les excuses s'épuisent et qu'il ne reste que des mots nus. Puis, j'ai dit la chose qu'elle avait le plus besoin d'entendre. Tu n'as pas tout ruiné en un jour. Tu as construit ça une excuse à la fois. Elle m'a regardé avec une telle misère brute que j'ai presque détourné le regard. Presque.
Mais voici la partie qui t'appartient encore, ai-je continué. Tu peux dire toute la vérité, pas des morceaux, pas du blâme, tout. Elle a fixé la table. Est-ce que ça changerait quelque chose? Oui, ai-je dit. Ça changerait quel genre de personne tu es à partir d'aujourd'hui. Pendant longtemps, elle n'a rien dit. Puis, très doucement, elle a hoché la tête. Et elle a dit la vérité. Pas tout en une fois, et pas avec fierté, mais assez complètement pour que la police et l'avocat connectent toute la chaîne. Vincent avait présenté Daniel à un prêteur privé après que l'entreprise ait commencé à couler. Marc en savait plus qu'il n'admettait et avait aidé à organiser le piège de la réunion parce qu'il croyait que les actifs familiaux pouvaient les sauver et qu'on passerait à autre chose plus tard. Les hommes cachés étaient là pour intimider, bloquer les sorties et nous empêcher de partir jusqu'à ce que les papiers soient signés. La note jaune avait été écrite en partie par Marc, en partie par Daniel. La question sur les médicaments de Marguerite n'était pas censée la tuer, a insisté Daniel. Seulement la rendre plus facile à presser si elle devenait stressée. Entendre ça me rendait toujours malade, mais au moins c'était dit clairement. Plus d'ombre. Marc a aussi été inculpé. Les prêteurs ont été enquêtés. Vincent a été retrouvé plus tard dans un autre département et ramené pour répondre de fraude. Ça a pris des mois pour que le processus légal avance en grinçant, mais il l'a fait. Et moi? Ma vengeance n'était pas bruyante. Elle n'était pas cruelle. Elle était propre. J'ai refusé de mentir pour eux. J'ai donné chaque déclaration. J'ai remis chaque document. J'ai arrêté de me dire que la honte familiale était pire que la vérité familiale. J'ai travaillé avec Claire et Marguerite pour protéger les petits-enfants. Des arrangements de garde temporaires ont été faits. Les enfants sont restés principalement avec Claire et Thomas pendant que le tribunal réglait tout. Tyler est allé en thérapie. Emma a cessé de se réveiller en pleurant après quelques semaines. Noé a recommencé à sourire quand Marguerite l'a emmené pêcher dans un petit étang sûr près de chez Claire. Un dimanche après-midi, 1 mois après l'arrestation, Tyler s'est assis à côté de moi sur la balançoire du porche de Claire et a demandé « Grand-père, tu aimes toujours maman ?» C'était le genre de question que seul un enfant poserait si directement. « Oui », ai-je dit après un moment. « Mais l'amour n'est pas la même chose que la confiance. » Il a réfléchi à ça. « Est-ce que tu lui feras à nouveau confiance un jour ?» J'ai regardé la cour où Emma et Noé chassaient des bulles. « Pas de l'ancienne façon », ai-je dit. La confiance doit être reconstruite avec la vérité, et la vérité prend du temps. Tyler a lentement hoché la tête. « Je pense que je comprends ça. » Il comprenait. Trop jeune, mais il comprenait. Des mois plus tard, après les dates de tribunal, les longues réunions et les papiers difficiles, Daniel m'a écrit une lettre de la maison d'arrêt du département avant la condamnation. Elle ne m'a pas demandé de la sauver. C'était nouveau. Elle n'a pas blâmé Claire, Marc ou Vincent. C'était nouveau aussi. Elle a écrit qu'elle comprenait enfin que chaque raccourci qu'elle avait pris était vraiment un vol à l'avenir, le sien et le nôtre. Elle a écrit qu'entendre Tyler pleurer au commissariat avait brisé quelque chose en elle qui aurait dû se briser des années plus tôt. Elle a écrit qu'elle était désolée. J'ai pleuré quand je l'ai lu. Pas parce que ça arrangeait tout, ça ne le faisait pas, mais parce que c'était la première chose honnête qu'elle m'avait donnée depuis très longtemps. Je n'ai écrit qu'une seule fois avant la condamnation. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle passerait les prochaines années à devenir une personne que ses enfants pourraient à nouveau connaître en toute sécurité un jour. Je lui ai dit que, désolé, ne compte que quand ça grandit des jambes et marche dans un comportement changé. Je lui ai dit que je ne la sauverais pas des conséquences, mais que je prierais pour que les conséquences lui enseignent enfin ce que le confort n'avait jamais fait. Elle a été condamnée. Marc a aussi été condamné, différemment à cause de son rôle. Vincent a eu sa propre punition séparée. L'entreprise s'est complètement effondrée. La maison où Daniel et Marc vivaient a été perdue. C'était laid, triste et très public. Mais les enfants étaient en sécurité. C'est ce qui comptait le plus. Quant à Marguerite et moi, nous avons changé les serrures, changé le système d'alarme, déplacé plus de dossiers à la banque et changé quelque chose d'encore plus grand dans la famille. Nous avons changé les règles. Plus de prêts secrets, plus d'accès au cas où, plus d'avalement de comportements étranges pour garder le dîner paisible.
Claire a dit que la famille se sentait enfin honnête, même dans le chagrin. Elle avait raison. 1 an plus tard, nous avons tenu une vraie réunion de famille. Pas dans l'ancienne maison de Daniel. Pas n'importe où lié au mensonge. Nous l'avons tenue chez Claire, dans l'arrière-cour, sous des guirlandes de lumière chaude. Il y avait des chaises pliantes, de la salade de pommes de terre, de la limonade collante pour les enfants et de la musique d'un petit haut-parleur qui coupait chaque fois que Noé dansait trop près. Tyler a grillé des burgers à côté de Marguerite. Emma m'a aidé à placer les serviettes sur la table. Noé a couru en cercle jusqu'à tomber en riant. Personne ne se cachait dans les arbres. Personne n'attendait avec des camions. Personne ne demandait de signature. Au coucher du soleil, Tyler est venu se tenir à côté de moi pendant que tout le monde parlait et riait. « Ça semble différent », a-t-il dit. « C'est différent, meilleur. J'ai regardé autour de moi les gens qu'il me restait. Ceux qui avaient choisi la vérité même quand ça faisait mal. Oui, ai-je dit, bien meilleur. Et c'est là que je vais te laisser avec une leçon simple que j'ai apprise trop tard, mais pas trop tard pour la transmettre. Fais confiance à tes instincts. Parle quand quelque chose semble mauvais. Le silence peut protéger la paix pendant 1 heure, mais la vérité peut protéger une vie pendant des années. Le jour où j'ai dit à ma femme de faire demi-tour, je pensais seulement échapper à un piège. Je ne savais pas que je tournais aussi toute ma famille, loin d'un genre de futur, et que je nous forçais vers un plus difficile, mais plus propre. Et je n'ai plus jamais vu ma fille de la même façon. Mais parce que j'ai finalement choisi la vérité plutôt que le silence, j'étais toujours là pour voir mes petits-enfants rire. Si cette histoire a touché ton cœur, pose 1 seconde et pense aux gens qui font confiance à ta voix. Puis laisse un like, partage tes pensées dans les commentaires et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.